Gros plan sur une campagne pas comme les autres, la vôtre, la campagne des Européennes. Mathias Tavel, vous avez fait le choix de braquer tous les projecteurs sur la guerre à Gaza. En quelques semaines, la juriste et militante pro-palestinienne Rima Hassan a pris toute la lumière jusqu'à éclipser la tête de liste Manon Aubry. Alors pourquoi cette stratégie et en quoi va-t-elle sans doute laisser des traces après le scrutin à gauche? Éléments de réponse dans l'invitation de Marco Pommier, interview juste après. Si on vous invite Mathias Tavel, c'est parce que vous dirigez le navire insoumis pour les européennes. Avis de gros temps, alors que les sondages se suivent et se ressemblent, 6 à 8% dans les intentions de vote, la campagne de Manon Aubry, tête de liste, ne décolle pas. Venez nous aider! Venez nous aider! Le point levé, l'indignation dans l'âme, sans aucun doute, Mathias Tavel, vous êtes un insoumis. Député de Loire-Atlantique depuis 2022, première manif à seulement 15 ans contre Jean-Marie Le Pen, qualifié pour le second tour de la présidentielle. Partisan du non en 2005 contre la Constitution européenne, vous voulez changer l'Europe de fond en comble. Protectionnisme écologique, refus de l'austérité, défense de la paix. C'est l'énergie et le souffle de l'Union populaire, celle qui nous donne la force de tout changer le 9 juin prochain. Alors Mathias Tavel, comment convaincre les électeurs à 3 semaines du scrutin, avec une tête de liste presque éclipsée par votre mentor Jean-Luc Mélenchon et par Rima Hassan, cette juriste et activiste franco-palestinienne investie en 7e position sur la liste des Insoumis. Une figure pour incarner un combat, celui d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Le conflit israélo-palestinien, c'est le sujet phare de votre campagne. Nous avons été courageux d'avoir été les premiers à nommer puis à dénoncer le génocide qui est en cours. Un sujet phare, mais une campagne entachée de controverses. Convocation par la police de Rima Hassan et de Mathilde Panot pour apologie du terrorisme. Affiche polémique avec un logo niant l'existence d'Israël. Polémique encore lorsque Jean-Luc Mélenchon compare le président de l'Université de Lille à un criminel nazi. De quoi fracturer encore un peu plus la NUPES et vous en rajoutez une couche en ciblant les socialistes de Raphaël Glucksmann. La surprise à gauche, 3e dans les sondages, entre 12 et 14%. Ceux qui veulent le grand retour de François Hollande, en effet, peuvent voter pour M. Glucksmann. Alors ce soir, Mathias Tavel, nous avons une question pour vous. Ne regrettez-vous pas cette stratégie de la conflictualité permanente? Réponse. Bien sûr que non. La situation qui est devant nous, c'est celle d'un pays qui ne sait pas où il va, où M. Macron emmène la France dans le mur. On le voit sur tous les sujets, sur les retraites, sur la Calédonie, sur les services publics, et où les gens cherchent une solution. Mais là, votre stratégie à vous, Mathias Tavel, elle ne porte pas ses fruits. Regardez les sondages. Manon Aubry est engluée entre 8 et 10. Ça ne marche pas pour l'instant, vous le reconnaissez, ce sont les faits. Mais pas du tout. 8 et 10, c'est très dynamique par rapport à là où nous avons commencé. Nous verrons bien. Ce qui est vrai, c'est que si les gens ne viennent pas voter en masse, notamment les jeunes, les milieux populaires, oui, nous aurons une difficulté, on vous le dit très tranquillement. Par contre, s'ils veulent tout changer, alors ils peuvent le faire le 9 juin en votant pour Manon Aubry. Pourquoi ce choix de tout braquer sur Gaza? On ne vous entend que là-dessus. Sondage Ipsos pour Le Parisien publié vendredi, Gaza arrive en toute dernière position, très loin derrière le pouvoir d'achat, l'immigration, la santé. Pourquoi ne pas écouter les électeurs, tout simplement? Mais pardon, madame, mais c'est vous qui ne nous écoutez pas. Nous parlons de Gaza ce sondage. Et nous l'assumons. 7% des Français que devrions-nous faire? considèrent que c'est un sujet prioritaire. Détourner le regard? Laisser faire un massacre sans en parler? Non, nous avons un devoir moral de dire que nous ne sommes pas d'accord avec les crimes qui sont commis. Et je me félicite d'ailleurs que la Cour pénale internationale aille vers un mandat d'arrêt pour tous les crimes de guerre, ceux du Hamas comme ceux de M. Netanyahou. Mais nous c'est pas un directeur de campagne que je vais apprendre qu'il y a un sujet stratégique que vous utilisez pour tout écraser. On ne vous entend, vous n'êtes audible que là-dessus. Mais madame, c'est pas vrai. Votre reportage rappelle que nous parlons d'austérité, que nous sommes les seuls à nous opposer systématiquement aux accords de libre-échange qui détruisent notre industrie, notre agriculture ou le climat, que nous sommes les seuls à avoir voté pour arrêter cette folie du marché de l'électricité qui fait flamber nos factures, et que nous menons ces batailles dans la campagne européenne avec la question de la paix à Gaza. Vous savez, on peut être pour la paix, pour sortir du marché de l'électricité, pour sortir du libre-échange. On n'est pas obligé de choisir et d'être hémiplégique. Oui, et quand on est directeur de campagne, on sait le pouvoir
pouvoir de la communication et de la force d'un message. Il y a une autre guerre plus proche de nous, aux portes de l'Europe, c'est la guerre en Ukraine. Elle est secondaire à vos yeux ? Pas du tout, au contraire. Nous sommes, nous, les défenseurs, d'appliquer partout la même règle et de ne pas avoir ce deux poids, deux mesures qui veut que quand ce sont des Ukrainiens qui sont tués, c'est affreux, ça l'est, mais ça l'est tout autant quand ce sont des Palestiniens qui sont tués à Gaza. Sauf que les donc, conséquences de la guerre en les crimes de Ukraine, guerre. Mathias Tavel, ce sont les Européens et les Français qui les ressentent directement. On le voit sur le prix de l'énergie, on le voit sur les cyberattaques de la Russie. Le Canard enchaîné va montrer ce soir que les mains rouges sur le mur des Justes, au mémorial de la Shoah, c'est la Russie derrière, avec de nouvelles ingérences. Vous laissez ces sujets-là à Raphaël Glucksmann aujourd'hui. Mais pas du tout. Mais nous sommes cohérents. C'est lui qui en parle, pas la vous. même grille. Mais il en parle pour quoi faire ? Pour dire qu'il faut envoyer des troupes en Ukraine comme le président de la République. C'est une folie. C'est aller vers l'escalade, vers plus de guerre. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut construire la paix. Et donc, travailler par les canaux diplomatiques à aller vers des cessez-le-feu, à aller vers, par exemple, la sécurisation des centrales nucléaires en Ukraine, parce que nous avons tous intérêt à ce que la guerre ne dégénère pas, à aller vers une issue diplomatique. Poutine est un danger pour l'Europe, il faut que l'Ukraine ne perde pas cette guerre. Mais il faut que la paix revienne. Poutine est-il un danger ? Pour les Ukrainiens, ça me paraît évident. Pour les Européens ? Clairement, en tout cas, il a des objectifs pour son pays qui ne sont pas ceux que nous avons, nous, pour l'Europe. Est-ce qu'il est un danger pour les Français ? Il est un danger pour la paix en Europe, donc par définition, oui. Mais la question, c'est comment on fait la paix ? Comment on impose la paix, pas comment on fait toujours plus de guerre. Et ça vaut pour l'Ukraine, ça vaut pour Gaza. Et nous le disons de la même façon, sur les deux sujets, nous n'avons pas le droit international à géométrie variable, contrairement à certains de nos concurrents. Rima Hassan a dit sur BFM TV le 5 mai dernier qu'Israël, c'est pire que la Russie. Est-ce que comparer un État démocratique en guerre après une attaque terroriste sur son sol à Poutine qui a envahi l'Ukraine, est-ce que c'est pertinent ? Pour le coup, Rima Hassan faisait référence au nombre d'infractions que les États en question ont fait par rapport aux règles de l'ONU. Nous nous référons à l'ONU et au droit international. Et nous avons besoin, en Ukraine comme à Gaza, d'aller vers le cessez-le-feu immédiat, de prendre des sanctions contre les régimes qui ne respectent pas les droits internationaux et d'aller vers une autre politique internationale qui permette de faire partout baisser le niveau de tension. Moi, je suis affolé de voir le président de la République dire qu'il faut envoyer des troupes en Ukraine, dire qu'il faut peut-être demain partager la dissuasion nucléaire avec Viktor Orban ou je ne sais qui. Tout ça est une folie qui risque d'entraîner le monde dans une guerre généralisée. Nous disons il faut la paix et la paix, elle se construit. Israël aura à répondre des crimes de guerre commis à Gaza. On va en parler tout à l'heure avec Vincent Hugeux sur ce mandat d'arrêt requis par le procureur de la Cour pénale internationale. Je réserve votre réaction pour tout à l'heure. Mais pour bien être clair sur la position des Insoumis, est-ce qu'Israël doit continuer à exister ? Est-ce que son existence doit être garantie ? Mais madame, nous sommes partisans du droit international, donc des résolutions de l'ONU. Oui, mais donc c'est simple les questions, oui ou non, c'est plus facile de comprendre. Parce qu'à chaque fois, le droit international, vous croyez que tous les Français laissez-moi répondre. Lisent les traités internationaux, connaissent madame, toutes les conventions de l'ONU ? C'est quoi les résolutions de l'ONU ? C'est deux États, c'est notre position. L'État d'Israël, vivant côte à côte d'un État palestinien en paix et en sécurité. C'est intéressant, Mathias Tavel, que vous me parliez de deux États. Parce que Rima Hassan, elle n'y croit plus aux deux peuples, deux États. Elle dit, tout simplement, qu'avec les centaines de milliers de colons en Cisjordanie, il n'y aura plus de possibilité d'avoir deux États parce qu'il n'y aura plus de possibilité de se désengager de la Cisjordanie. Elle parle d'un État binational et elle veut le droit au retour de tous les réfugiés palestiniens. Il y en a plus de 4 millions. Ça, est-ce que c'est compatible avec l'existence d'Israël ? Mais madame, ce qu'il faut, c'est le droit international et deux États. Aujourd'hui, vous me demandez, est-ce que l'État d'Israël a le droit ? Mais bien sûr que si, c'est notre programme pour les élections européennes, madame. La question, il y a l'État d'Israël, il existe, et cet État va continuer d'exister, et c'est le droit, nous y sommes favorables. Mais quand est-ce que nous posons la question du droit des Palestiniens à avoir un État ? Pourquoi la France ne fait pas partie des États qui, avec l'Irlande et l'Espagne, vont là reconnaître l'État de Palestine dans les prochains jours ? Où est-on passé ? Pourquoi ça n'a pas été fait quand François Hollande était au pouvoir ? On se réveille maintenant en versant des larmes de crocodile. Non, là encore, pas de droit international à géométrie variable, le droit à la sécurité pour Israël, le droit à un État pour les Palestiniens. Voilà la ligne de la France insoumise que portent tous nos candidats. Le droit international, l'appel, le cessez-le-feu, on entend, ce sont les maîtres mots, les mots-clés de votre campagne. Est-ce que vous appelez, comme Rima Hassan, qui décidément prend la lumière dans votre campagne, au soulèvement des facs ? Est-ce que vous encouragez les étudiants ?
Mais moi, j'encourage à tous se ceux qui ne mobiliser. veulent pas regarder impuissants et être spectateurs devant les massacres qui sont commis à s'engager. Mais je les appelle à s'engager pour la paix à Gaza, je les appelle à Y s'engager pour compris lorsqu'ils défendre, écrivent ça, parce que pour c'est intéressant, on va défendre revoir cette l'université image contre les de la coupes Sorbonne. budgétaires qui sont faites par le gouvernement dans les universités. Ce je les slogan-là, appelle à M. Tavel, s'engager. sioniste hors de France. Mais madame, On est à la Sorbonne, sioniste hors de nos facs, pardonnez-moi. Comment vous le comprenez? vous aurez vu Est-ce que ce n'est qu'il pas une affiche s'agissait- de la campagne de la France Insoumise. Absolument pas du tout. Il s'agit Non, mais d'une je vous laisse le banderole. préciser parce Je que le vous n'aurez pu précise. penser qu'il y avait un doute dans votre question. Il n'y a pas d'élus, personne n'est en écharpe, il s'agit des mouvements étudiants à la Sorbonne que vous encouragez. Sionistes hors de nos facs. De qui parle-t-on? Mais madame, la question... Est-ce je que, vous l'ai est-ce que dit, vous condamnez j'appelle- ce slogan ou pas? Mais arrêtez avec Mais vos c'est- questions. Est-ce que vous condamnez C'est Est-ce que des vous slogans condamnez qui sont le quand fait même que très l'État... présents dans les Madame, facultés des universités est-ce que vous françaises. condamnez le fait que l'État de Palestine ne soit toujours pas reconnu par la France? Alors, Est-ce que moi, vous à mon condamnez avis, le compte fait- peu. Je ne suis pas élue, Ah, je ne votre suis avis. pas Mais engagée. pourtant, vous êtes là je tous vous les pose soirs à des la questions. télévision. Mais ça n'a rien à voir. J'essaye de Notre vous interroger. position, c'est la solution à deux États. Et j'appelle les étudiants à se mobiliser pour la paix, pour le cessez-le-feu immédiat, pour l'embargo sur les ventes d'armes vers Israël, comme je les appelle à se C'est mobiliser très clair. pour que les universités aient les moyens de fonctionner au moment où le gouvernement coupe plusieurs centaines de millions d'euros à cause du plan Mais vous ne d'austérité me répondez européen. pas sur ce C'est la mot même de sioniste. question. Oui, il faut se Ce mobiliser. sont les juifs ou pas pour- qui sont visés Mais bien dans ces sûr que slogans? non, madame, et vous le savez très bien, vous jouez un petit jeu dangereux qui Non, vise je à vous pose des assimiler questions. toute critique de la politique de M. Netanyahou à de l'antisémitisme. Mais en faisant ça, vous fabriquez de Non, l'antisémitisme. pas Mais du si, tout. madame, je Quand vous le dis. et J'essaye c'est de extrêmement comprendre si grave. vous condamnez ces C'est slogans extrêmement grave. qui comme font vous que de certains faire comme vous étudiants le juifs faites. dans certaines facultés peuvent se sentir moins bienvenus. Je Madame, voudrais c'est qu'on parle de extrêmement Jean-Luc grave. Mélenchon. Non, je ne peux pas vous laisser dire comme ça, au détour d'une phrase, qu'on encouragerait l'antisémitisme. Je ne sais pas ce que Ce j'ai dit. qui encourage Je vous ai demandé votre l'antisémitisme. réaction sur ce qui fait slogan. l'antisémitisme, c'est l'extrême droite dans notre pays, et c'est le sentiment qu'on laisse faire le gouvernement israélien en toute impunité, alors que ce qui fait reculer l'antisémitisme, c'est de condamner tous les crimes de guerre, ceux du Hamas comme ceux du gouvernement israélien, avec la même force, c'est-à-dire la force de l'humanisme qui est le nôtre. Dernière question, Mathias Tavel. Est-ce que ce qui se passe dans ces élections européennes vont avoir des conséquences importantes sur la présidentielle? On voit bien que c'est à couteau tiré avec Raphaël Glucksmann. Est-ce qu'il est en train de liquider le programme de la NUP? Ah, clairement, Raphaël Glucksmann veut liquider le programme de la NUPES. La retraite à 60 ans, il n'en veut pas. Sortir du marché de l'électricité, il n'en veut pas. Aller vers 100% renouvelable, il n'en veut pas. Donc les électeurs ont un choix très simple. S'ils veulent le programme de la NUPES, s'ils veulent la retraite à 60 ans, ils votent pour la liste de Manon Aubry. S'ils veulent refaire François Hollande et la gauche d'avant, eh bien, ils votent pour M. Glucksmann. Mais M. Glucksmann ne prépare pas l'après-Macron. Il prépare l'avant-Macron. Nous préparons l'après-Macron écologique et social. Et on sent bien que le divorce est presque consommé au sein de la gauche dans ces européennes. Mais M. Glucksmann, il fait le choix d'être contre la retraite à 60 Allez. ans, alors qu'il y avait un grand mouvement l'année dernière. Merci Nous beaucoup. continuons ce mouvement dans les urnes. Allez, rendez-vous le 9 juin prochain. Allez donc voter. Mathias Tavel, on garde un peu de temps pour que vous puissiez réagir à nos affranchis et leur parti pris qu'on accueille tout de suite. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Vincent Hugeux, grand reporter. Vous souhaitiez revenir sur cette tempête déclenchée hier par le procureur de la Cour pénale internationale. Il demande que soient délivrés des mandats d'arrêt à l'encontre de 5 individus. Benyamin Netanyahou, son ministre de la Défense Yoav Gallant et 2 chefs militaires du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, Mohamed Deif et le patron du bureau politique du Hamas, Ismaël Haniyeh. Eh bien, c'était couru d'avance. À peine le procureur de la CPI avait-il dévoilé son initiative que se mirent à pleuvoir de rue les anathèmes. Décision scandaleuse pour Joe Biden, une honte aux yeux de son secrétaire d'État Anthony Blinken, des honneurs historiques à Sen, ministre de Netanyahou, lequel se borne quant à lui à dégainer son dégoût. Bref, de Tel Aviv à Washington, on a d'emblée épuisé le lexique de l'indignation, qu'elle soit sincère ou surjouée. Pas sûr que les digues de la raison puissent résister à un tel tsunami. Essayons néanmoins d'en élever une ou deux. Au fil d'un exposé argumenté, Karim Khan dit le droit conformément au mandat de la Cour, ce qui ne préjuge en rien de la suite de la procédure, même s'il est d'usage que le trio de juges appelés à statuer avalise les recommandations du procureur. Pour le reste, nul ne peut prétendre savoir ce que serait l'hypothétique verdict d'un très aléatoire procès. Alors, comment comprendre la virulence des réactions en Israël comme aux États-Unis? Eh bien, à entendre les Israéliens et leurs parrains américains, dont il faut rappeler qu'ils ont toujours récusé la Cour, l'obscénité morale de cette démarche
résiderait dans le fait de, je cite, placer sur le même plan 2 officiels d'un État démocratique, cible à l'automne dernier d'un abject carnage, et 3 figures d'un mouvement terroriste islamiste. Équivalence infâme, martèle-t-il. Mais qu'aurait-on entendu si la CPI avait omis d'épingler les caïds du Hamas? Et comment escamoter le caractère aveugle de la riposte de Tsahal, plus de 35 000 Gazaouis tués, civils dans leur immense majorité? Car Imran a au demeurant réitéré son mantra, je le cite, « La loi internationale et le droit de la guerre s'appliquent à tous et personne, soldat, commandant, dirigeant, ne peut agir dans l'impunité. » Impossible en outre de plaider la surprise. La Cour a ouvert dès 2021 une enquête sur les potentiels crimes de guerre commis dans les territoires palestiniens, tant par Israël que par le Hamas et autres factions armées. Enquête étendue et élargie au lendemain du 7 octobre. Alors, quel danger encourt à présent Benyamin Netanyahou, si ce n'est une forme d'entrave dans ses déplacements dans les 124 pays signataires du statut de Rome? Soyons clairs là-dessus, le risque pour lui d'échouer un jour dans une cellule du centre pénitentiaire de La Haye est nul. Aussi insignifiant que celui de voir y atterrir Vladimir Poutine, visé depuis mars 2023 par un mandat de la même CPI, alors abreuvé de louanges sous nos latitudes. Voudrait-on doper l'audience de la thèse du 2 poids 2 mesures, tellement en vogue dans le désormais fameux Sud global qu'on ne s'y prendrait pas autrement? Car tout nous ramène à cette question primordiale. Le concept de juridiction universelle a-t-il un avenir en ce bas monde? Quel est donc le grief le plus fréquemment adressé à la Cour en Afrique, en Amérique latine ou au Moyen-Orient? De rendre une justice de blanc, une justice de vainqueur, une justice hémiplégique dont seul l'hémisphère nord serait valide. Alors, pour conclure, quelles sont les réactions de la société israélienne elle-même? Écoutez, dans l'immédiat, le pays fait bloc, mais je ne parierai pas 3 shekels sur la pérennité de ce consensus. Dans le quotidien libéral Haaretz, un éditorialiste écrit ceci. « La guerre déclenchée à Gaza était juste, mais sa conduite erratique et la stupidité crasse de notre gouvernement ont mué Israël en paria planétaire, ce que nous devons autant à Netanyahou qu'à Imran. Voilà bien l'autre péril qui guette l'État hébreu, l'isolement, l'épuisement du crédit compassionnel ô combien légitime que lui valait l'atroce fardeau de sa genèse, l'Holocauste. On peut donc gagner sur le champ de bataille et perdre la bataille des opinions. » Réaction rapide, Mathias Tavel. Beaucoup de satisfaction à voir la Cour pénale internationale aller vers une justice qui s'applique partout de la même façon à tout le monde, parce que je crois que si nous voulons, comme idéal, débarrasser le monde de la guerre et de ses crimes, il faut être capable d'avoir la même voie partout, ne pas avoir de 2 poids 2 mesures. Et la décision qui va être prise, qui, si elle confirme la demande du procureur, va dans ce sens. Tous les crimes de guerre doivent être poursuivis et tous leurs auteurs doivent être condamnés, quels qu'ils soient, partout dans le monde. C'est ce que nous défendons pour notre part. Merci beaucoup pour cette réaction. Bourbon Express, pour terminer, la petite comme la grande histoire du jour à l'Assemblée. Bonsoir Elsa. Bonsoir. Cette histoire du jour se joue du côté d'un petit groupe, c'est ça, de députés? Exactement, c'est l'image du jour. Regardez, il y avait du beau monde à l'Assemblée aujourd'hui, du beau monde syndical. La CGT, la CFDT, Force ouvrière et la CFE-CGC, les principales centrales donc, avaient fait le déplacement ici au Palais Bourbon pour soutenir une proposition de loi du groupe LIOT, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, un texte contre la réforme de l'assurance chômage. Depuis le gouvernement Macron, ce sera la 5e réforme, avec à chaque texte le même objectif, le durcissement. Le durcissement des conditions d'accès. Je crois que, enfin nous en tout cas dans le groupe, dans certains d'entre nous, ça paraît plus du tout acceptable. On attend l'arbitrage du gouvernement, mais l'exécutif devrait choisir de jouer sur les conditions d'entrée dans le régime, tollé à gauche et donc chez le groupe LIOT, qui a annoncé le dépôt d'une proposition de loi lors de sa niche parlementaire. C'est sa journée d'initiative pour maintenir les conditions actuelles de l'assurance chômage. Et donc, ils ont réussi à réunir Marie-Lise Léon de la CFDT, Sophie Binet de la CGT, Frédéric Souillot de Force ouvrière ou encore François Omril de la CFE-CGC. Des soutiens, 2 poids donc pour le petit groupe. Oui, c'est pas la première fois que ce petit groupe fédère les syndicats derrière lui. Non, souvenez-vous, c'était en 2023, la réforme des retraites. Le groupe avait reçu Laurent Berger, qui dirigeait alors la CFDT. C'était au moment de l'examen du projet de loi. Et puis Sophie Binet à la tête de la CGT, quand le groupe avait déposé une proposition de loi pour revenir sur cette réforme des retraites. C'est donc la reconstitution de la Ligue dissoute cette année contre l'assurance chômage. Le groupe LIOT, c'est le groupe que les syndicats retrouvent à l'Assemblée pour ces combats. Il y avait la réforme des retraites, l'assurance chômage.
Ça fait partie des groupes parlementaires avec qui on travaille bien, mais c'est évidemment pas le seul et c'est la raison pour laquelle j'appelle l'ensemble des parlementaires à voter cette proposition de loi le 13 juin prochain. L'enjeu, c'est comme elle est déposée par un groupe qui est un peu au centre du Parlement, ça doit permettre à l'ensemble des forces politiques de voter cette proposition de loi pour empêcher cette réforme de régression majeure qui est la réforme assurance chômage. Un groupe au centre du Parlement, alors on ne cachait pas son plaisir ce matin au groupe Lyotte. La photo, elle est belle pour le groupe Lyotte. Oui. Votre groupe au centre avec tous les syndicats autour, c'est aussi un peu de la politique. Oui, mais bon, d'abord de montrer que nous sommes en capacité de rassembler dans un pays qui est autant divisé, c'est pour nous effectivement une grande source de satisfaction. Pourquoi nous, notre groupe parlementaire, on a des gens qui viennent de gauche, de droite, du centre, on travaille ensemble. Pourquoi nous, on réussit à travailler avec tous les corps intermédiaires? Pourquoi l'État ne pourrait pas le faire? La proposition de loi sera examinée le 5 juin en commission, le 13 dans l'hémicycle. Merci beaucoup Elsa Mondin-Gava. Et cette fois-ci, pas une voix de gauche ne manquera pour voter ce texte, c'est sûr. Mais pas Bravo. une voix de gauche n'avait manqué pour essayer de censurer la réforme des retraites. Il faut abroger les réformes de l'assurance chômage qui n'attaquent pas seulement les chômeurs, mais tous les salariés, parce que le but, c'est de pousser les chômeurs à accepter n'importe quel emploi et tirer tout le monde vers le bas. Merci Donc, beaucoup. Évidemment, il faut abroger ces réformes et venez le dire aussi le 9 juin dans les urnes. Mathias Tavel, directeur de campagne d'Emmanuel Ombry. Très bonne campagne à vous, très belle soirée sur LCP. À demain, même lieu, même heure.